Nous avons avec nous en ligne professeur Mathieu Arès. Il est professeur titulaire responsable des études supérieures à l'Université de Sherbrooke, directeur pôle de formation en coopération internationale et membre du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Bon après-midi, monsieur Arès. Bon après-midi à vous. Oui, alors, ça va bien, monsieur Arès? Oui. Malgré le temps maussade, ça va bien. Oui. Par chez nous aussi, c'est un temps maussade. On regarde l'ouverture du sommet des Amériques, mais on regarde surtout le comportement de l'hôte de ce sommet des Amériques, Joe Biden, qui d'un côté refuse d'inviter certains pays, et on note que bientôt Joe Biden doit aller rencontrer Ben Salman, toujours sur la base, enfin, pas aller rencontrer Ben Salman sur la base de la démocratie, mais c'est un prétexte de pays qui ne respectent pas les règles démocratiques en Amérique latine, qu'on n'invite pas, dont Cuba, alors qu'on va rencontrer Ben Salman. Ça regarde mal, n'est-ce pas, pour un champion de la démocratie, pas vrai? Ça peut regarder mal, mais évidemment, on n'est pas du tout... en politique étrangère, c'est toujours des intérêts qui comptent. Faut pas se leurrer. Donc, évidemment, avec la crise du pétrole, avec la crise au Moyen-Orient, question de l'accord iranien sur l'uranium, etc., sur le nucléaire iranien, mais évidemment, les Américains ont été, notamment Biden, ont été boudés beaucoup par, justement, l'Arabie saoudite de M. Salman. Et donc, le voyage que va entreprendre le président américain en Arabie saoudite, évidemment, c'était pas pour se féliciter de la grande démocratie, ils n'en parleront même pas, mais vraiment d'intérêts géostratégiques, pétroliers, très, très bien compris. Alors, lorsqu'on analyse, en tout cas, certains analystes croient que ce 9e sommet sur les Amériques va permettre de voir une perte d'influence justement dans la région des États-Unis par rapport à des pays qui contestent l'autorité américaine ou le leadership des Américains ou de Joe Biden, des pays comme entre autres le Mexique qui a boudé ce sommet au niveau de son président. Oui, mais il est quand même représenté là par le ministère du ministre des Affaires extérieures. Mais moi, je crois, dans le cas du Mexique, c'est évidemment un peu incompréhensible, mais à seconde analyse, le mandat de M. Obrador va pas très bien. On sait qu'il est déjà dans sa deuxième moitié de mandat non renouvelable de 6 ans. Il y a une reprise de la violence interne au niveau des cartels. La pandémie a été désastreuse là-bas. Il y a eu beaucoup de morts. Les soins de santé ont été mal gérés et tout ça. Et point de vue économique, l'économie mexicaine pâtit beaucoup. Et donc, puis rajouter sur l'acide sur le gâteau, c'est que les Mexicains se sont fait quand même insulter pendant 4 ans sous Trump. Donc, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup celui qui est visé, c'est moins Biden que évidemment la politique interne mexicaine. Ça, c'est un cas un peu particulier, puis c'est mon analyse. Là, je suis évidemment pas directement en relation avec le président mexicain. Pour la question de Cuba, c'est un peu surprenant parce que avec Obama, il faut se rappeler quand même que Biden était vice-président. Il y avait eu des ouvertures de normalisation avec Cuba. Maintenant, pourquoi il n'a pas été invité? Là, encore probablement qu'on regarde les sondages avec les mi-mandats de l'automne qui arrivent. On dit peut-être que si on boude Cuba, peut-être qu'on va gagner un représentant ou un sénateur en Floride ou au Texas. Mais on comprend mal. Les deux choses, c'est plus comprenable. Quand on va au Venezuela, au Nicaragua, évidemment, là, on a affaire évidemment à des
des régimes autoritaires qui supportent pas du tout les oppositions et qui trafiquent les élections. Donc ça, c'est autre chose. Mais d'une manière générale, la grande faiblesse de M. Biden, c'est qu'il y a relativement peu à offrir. Les gens se demandent pourquoi ils viennent. Pourquoi il y a un sommet? Est-ce que quand on a lancé les sommets il y a maintenant très très longtemps à Miami sous Clinton, c'était la question de retour à la démocratie, reconstruire les économies de la région. Maintenant, on trouve que les sujets d'études ou de discussion sont plutôt minces et les Américains sont plutôt demandants, notamment sur la question de l'immigration. Et donc, lorsqu'on analyse et qu'on dise, par exemple, les premiers sommets étaient dominés totalement par, et même le sommet réalisé par Barack Obama, où on a carrément tourné le dos au Venezuela et qu'on a reçu Cuba à bras ouverts, il semble que tous les pays membres présents avaient accepté le fait, mais là, qu'il y ait des membres qui disent que c'est pas correct le comportement des États-Unis, un membre, c'est un membre, Cuba est un membre, le Venezuela, c'est un membre, le Nicaragua, c'est un membre et aurait dû être invité. C'est ça commence toujours par une petite contestation, mais qui sait où ça va finir. Oui, mais comme je vous le dis, pour la plupart des pays de la région, il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est que maintenant, les États-Unis ne sont plus nécessairement le premier partenaire commercial. Les Américains se sont délaissés de la région au profit de la lutte du terrorisme, puis sous Obama, au profit de ce qui se passe en Asie. Et donc, les Latinos eux-mêmes, ils sont attentif à des signes de l'administration, c'est peut-être ça qu'on va voir. Hein. On sait pas, il y a peut-être quelque chose qui va être lancé, mais d'habitude, on le sait un peu d'avance. Mais là, on se demande, oui, mais ça serait quoi le principe au-delà de dire, venez souper les copains, là. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'il y a des gestes par rapport à Cuba? Il y avait une normalisation dans le temps, comme on dit tout à l'heure, et maintenant, on voit un retour un peu en arrière sur la question cubaine. C'est un peu préoccupant. Il faut voir aussi que les pays latino-américains, qu'on parle de démocratie, il y en a beaucoup qui sont maintenant désabusés. Il y a eu des problèmes de corruption, on peut penser en Équateur, au Pérou. On peut penser aussi, par exemple, au Venezuela, on en parlait tantôt. Et donc, c'est pas le bilan que les Latinos font justement du modèle américain, démocratie, économie capitaliste, est un peu remis en question, non seulement officiellement, mais dans la population, on revient un peu à nos vieux démons. Puis si ça va mal, c'est la faute aux autres. Les Américains sont pas responsables de tous les malheurs de l'Amérique latine, loin de là. Non. Et par contre, oui, en ouverture, on a souhaité que les Latino-Américains puissent jouir de bien-être, tout ça, mais on ne met pas la main à la poche. Parallèlement, on est oui, à l'Ukraine, c'est des milliards et des milliards qui sont dépensés pour venir en aide aux Ukrainiens face aux Russes. Oui, puis on l'a très bien vu. Hein. La plupart des pays latino-américains ont condamné l'agression russe, mais ils n'ont pas suivi les sanctions. Hein. Ils n'appliquent pas les sanctions qui ont été décrétées par les pays occidentaux, sauf exception, là, mais je pense que la plupart l'ont pas fait. Le meilleur exemple, c'est le Mexique qui est complètement dépendant des États-Unis, mais qui n'ont pas suivi un peu la règle. S'il y a deux dossiers qui peuvent avancer peut-être, c'est la question peut-être autochtone, mais aussi les Latinos s'attendent à peut-être un retour à des programmes d'aide beaucoup plus significatifs, d'aide au développement et tout. Et ça, on ne sait pas trop, c'est pas clair si c'est à l'agenda.
où ça fera peut-être des discussions, mais peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose d'une bonification, ne serait-ce pour quelque part compenser l'influence grandissante de la Chine dans la région. Et donc, on peut déjà présumer qu'il y aura peut-être une photo de famille, mais des résolutions importantes pour comment fortifier l'association, si on veut. En tout cas, ce sommet des Amériques, il n'y en aura pas. Non, on n'attend pas des grandes avancées, mais je pense que quand même, on peut penser à une espèce de reprise les Américains vont dire peut-être que nous allons développer dans le futur une politique plus latino-américaine conséquente. La plupart des pays se sont un peu abandonnés par les États-Unis actuellement, qui sont pris un peu pour compte, comme vous avez dit dans votre préambule. Pourquoi on critique pas l'Arabie Saoudite puis nous on est critiqué. Donc là-dessus, il y a beaucoup de peut-être on va voir une espèce de nouvelle approche, notamment au niveau de la coopération technique au niveau du développement. Mais c'est à voir, mais d'après moi, les résultats vont plutôt être faibles. Mathieu Arès, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, responsable des études supérieures, directeur pôle de formation en coopération internationale et membre du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.